édition spéciale. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En direct de l'Institut du cerveau à Paris. Toujours en direct de l'Institut du cerveau. Je vous rappelle qu'il vous reste aussi quelques minutes pour poser vos questions sur le hashtag Institut Cerveau si vous le souhaitez. Questions que vous pourrez poser ou je transférerai directement au professeur Gérard Saillant, le président de l'Institut du cerveau, qui m'a rejoint. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci beaucoup de passer et de venir clore cette émission. Alors, on a vu la richesse d'action qui existe ici au sein de cet Institut du cerveau, situé en plein cœur de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que c'est compliqué de coordonner toute cette originalité ? Puisque Alexis Brice nous le disait dès le début, ce centre, il n'est pas comme les autres. Et il y a énormément de choses qui coopèrent. Est-ce que c'est simple de faire cohabiter tout ce monde et toutes ces activités ? Non, vous avez raison, c'est une des difficultés en France en général, en France en particulier, de faire communiquer ensemble des gens qui viennent d'origines différentes, de milieux différents, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas le même langage. Et la particularité de l'ICM, c'est une fondation privée qui est sur une emprise publique, qui travaille avec des institutions publiques, l'INSERM, le CNRS, l'université, Sorbonne Université et la science publique. Et donc, on est arrivé à ce mariage qui est vraiment très heureux, permettant d'avoir les avantages de chacun sans en avoir les inconvénients. Mais vous avez raison, c'est une des difficultés et on est arrivé à les résoudre. De même qu'une des particularités de l'Institut du cerveau, c'est de faire travailler des chercheurs en neurosciences, vous en avez vu, mais également des chimistes, des physiciens, des mathématiciens, des informaticiens, des biostatisticiens. Il y a combien de métiers en tout ? Honnêtement, je ne peux pas vous dire, mais je dirais il y a également toutes les équipes support, d'administration, de communication. Il y a peut-être une vingtaine, une trentaine de métiers différents. Et donc, parler le même langage, c'est une des difficultés. Et je crois que c'est une des réussites de l'ICM, c'est d'y être arrivé. L'un n'est pas le prestataire de service de l'autre. On travaille tous pour la même cause, qui est la recherche pour le malade. Alors, on a vu l'incertitude globale qui règne. Alors, pas l'incertitude sur les actions qui sont menées, parce que là, tout le monde sait ce qu'il a à faire et ce qu'il est en train de faire, mais l'incertitude sur les résultats, les dates auxquelles ça pourra arriver. Comment on peut fixer raisonnablement des objectifs à ces équipes dans un contexte aussi erratique ? Je crois qu'il faut se dire qu'est-ce que va être la médecine du 21e siècle, du 22e siècle, etc. Ce n'est pas dans une éternité, c'est demain. Eh bien, ça va être une médecine, et en particulier pour le système neurologique, le système nerveux qui nous intéresse, qui va devenir une médecine qui veut réparer quand il y a une lésion, alors qu'actuellement on traite la conséquence. J'ai un tremblement, on traite l'anti-tremblement, on remet de l'eau dans la baignoire qui fuit. Il faut absolument traiter la cause et non pas la conséquence. Et d'autre part, le 21e siècle va être une médecine de prévention et de prédiction. Et donc, il faut arriver à détecter le risque, le facteur de risque des maladies avant qu'elles n'arrivent. Et on aura à ce moment-là des traitements qui seront probablement efficaces alors qu'ils ne le sont pas lorsque la maladie s'est installée. C'est la médecine des 4 P, la prédiction, la prévention, la personnalisation, chaque traitement sera très spécifique pour chaque personne, et puis la participation. Et on montre bien, y compris dans la maladie d'Alzheimer, que la participation de chacun a un rôle essentiel. L'activité physique, la nutrition sont des éléments de prévention majeurs dont on n'a pas conscience. On dit à son médecin, débrouille-toi, tu es là pour me guérir, etc. Non, c'est à soi-même, on est son propre médecin, et ça, il faut en prendre conscience sur la façon de vivre, sur l'environnement. Les maladies, vous savez, il y a des facteurs génétiques, des facteurs comportementaux et des facteurs environnementaux. Il faut jouer sur les 3. Si vous ne jouez pas sur les 3, vous perdez. Alors, l'Institut du cerveau est à la pointe de la recherche dans le domaine de la maladie d'Alzheimer et des maladies neurologiques globales. Comment on peut bien vivre quand on est à la fois, et d'ailleurs ça se voit physiquement quand on rentre dans cet endroit, puisque la Pitié-Salpêtrière n'est pas l'hôpital le plus moderne qui soit, c'est même carrément vieillot, et là l'Institut du cerveau lui est ultra moderne. Comment on fait pour vivre modernement dans un environnement qui est un peu vieillot et qui est même en crise, puisque globalement la santé et l'hôpital en particulier vont pas très très bien en ce moment? Bien, déjà, il y a un cadre qui est moderne, qui est fait par Jean-Michel Villemotte. Il n'est pas nécessaire que ce soit moche pour bien travailler. Donc, il y a un cadre qui est absolument remarquable, qui est très fonctionnel
pour que les gens puissent communiquer entre eux. Et vous avez raison, je suis probablement le plus vieux de l'Institut. Ils ont tous 30-35 ans et sont en Bermuda l'été et sont dynamiques. Ils ont un dynamisme, ils ont une passion, ils ont une volonté et ils donnent un sens à leur vie qui est la recherche pour le bien des autres. Et ça, je crois que cette dynamique, elle ne se voit pas dans les publications, elle ne se voit pas dans les résultats, mais elle se voit dans la vie de tous les jours. Et c'est très rajeunissant pour des vieux comme moi. Mais à un moment, ces recherches, elles vont aussi aller générer des résultats, des applications à l'hôpital. L'hôpital qui est donc un peu vieillot et en crise. Quels conseils vous pouvez donner à l'État pour rajeunir un peu ce qui s'y passe et faire en sorte que la modernité que vous avez ne soit pas freinée ensuite par une application de soins qui peut laisser à désirer? C'est vrai que l'hôpital est en crise et qu'il y a des solutions vraiment à trouver, mais je crois que le principe de l'ICM, et si on a créé l'Institut du cerveau au milieu de la Pitié-Salpêtrière, on aurait pu le créer dans la banlieue parisienne, ça aurait coûté moins cher, ça aurait été plus facile à faire, mais on n'avait pas les 100 000 patients neurologiques que l'on a tout autour. Et ça, c'est une richesse fantastique. Tous les étrangers qui viennent ici à l'Institut du cerveau, c'est en grande partie à cause de cet environnement médical. J'ai fait un benchmark dans le monde entier. Il y a des instituts absolument remarquables, mais qui sont au milieu de nulle part et qui n'ont pas cet environnement. Et il faut donc qu'il y ait cette translation, que la recherche serve aux malades, mais que le malade serve à la recherche, dans le cadre des lois Hurier, etc., éthiques. Et ce lien entre l'hôpital et le centre de recherche est, à mon avis, une des grandes solutions d'avenir que tout le monde connaît, qui est difficile à mettre en place, mais je pense que c'est quand même la solution. Comment, justement, on récolte l'avis des personnes concernées de telle sorte qu'on puisse orienter ces recherches de manière la plus efficace? Les personnes concernées, les malades, oui. Vous voulez parler? Là, par exemple, au niveau de l'ICM, il y a une hospitalisation qui est au premier étage de ce bâtiment, avec un hôpital de jour et un hôpital de semaine. Ce sont des patients qui vont se faire soigner chez eux, mais qui viennent pour des protocoles de recherche et qui sont très demandeurs de faire partie de ces protocoles de recherche pour pouvoir aider les autres. Et puis cette proximité avec l'hôpital, c'est une vie de tous les jours. Je vous prends un exemple très simple. On s'est aperçu que le café, ça servait pour le traitement de la dyskinésie. La dyskinésie, c'est des mouvements anormaux, des choses comme ça. Et que ça permettait de prévenir ou de diminuer ça. Comment est-ce qu'on s'en est aperçu? Eh bien, de façon très simple, à une consultation à l'hôpital à côté, où un patient a dit ma machine à café, elle ne marchait plus et pendant 3 jours, j'ai plus eu de café. Eh bien, mes troubles, ils ont augmenté. C'est à partir d'idées toutes bêtes comme ça, de signes cliniques, d'interrogatoire du malade. C'est pas en faisant des check-ups sans interroger les malades, c'est en interrogeant les malades, en les examinant, qu'on se dit, ça, il y a peut-être une idée. Et puis à partir de là, on fait de la recherche ou bien on va dans l'autre sens. Et c'est ce va-et-vient qui est vraiment essentiel pour faire progresser la recherche. Il faut vraiment avoir les oreilles et les yeux ouverts, grand ouverts en permanence pour pouvoir choper ce genre de petites réactions qui vous permettent ensuite d'en faire une généralité. Est-ce que c'est compliqué de financer un tel institut? Oui. Oui, c'est compliqué. Parce que là, le bâtiment est grand, il y a du monde, on sent que ça doit coûter de l'argent. C'est un budget à peu près de 80 millions de running budget, de budget de fonctionnement annuel. Donc il faut les trouver. Il y a une partie qui vient de l'État, il y a une partie qui vient des différentes institutions que je vous ai citées tout à l'heure, l'INSERM, le CNRS, l'université et la science publique, et puis il y a une grande partie qui vient des donateurs et que je tiens à remercier très sincèrement parce que sans eux, on ne pourrait pas avancer, on ne pourrait pas apporter ce supplément d'âme qui permet d'avoir des installations absolument extraordinaires, de faire venir des chercheurs du monde entier et véritablement, les chercheurs font partie du programme de l'ICM. On avait dit à l'Institut, il faut qu'il y ait le malade, le chercheur et le médecin. Eh bien, il faut rajouter également le businessman, puisque Alexis Génin vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut transformer l'essai, partir de la recherche pour arriver à un médicament, à une technique, à une solution pratique qui aide le malade. Et à ces 4 personnes, il faut rajouter le philanthrope, le bénévole, qui donne 10 € par mois ou qui donne quelques centaines de millions, non pas de millions, quelques centaines de milliers d'euros, pas encore, de milliers d'euros
Et ça, c'est absolument essentiel pour la vie de l'ICM et je suis très, très reconnaissant, sincèrement très reconnaissant. Ces donateurs qui donnent quelques centaines de millions ou de milliers, peu importe, oui, n'exagérons pas. On a compris. En général, ils sont concernés de près ou de loin par la maladie parce qu'elle épargne personne et on sait qu'en général, un grand patron, par exemple, va sûrement s'engager plutôt dans une cause qui va le toucher que dans une autre. Bien entendu, mais je vois l'équipe extraordinaire qui a construit l'ICM, qui a fabriqué l'ICM. On était 12. Il n'y en a pas un qui était concerné par ces maladies. Donc il y a également une générosité qui fait que spontanément, on peut donner pour la recherche, on peut donner pour la médecine. Et je dirais que la crise actuelle que nous avons traversée avec le Covid et le confinement, etc., a permis de recentrer probablement sur le dur, sur l'essentiel, qui est l'être humain et en particulier sa santé et la recherche pour faire progresser sa santé. Et ça, c'est une bonne chose dans ce malheur. L'estimation qui est publiée un petit peu partout encore ce matin de 1 million 200 000 personnes françaises atteintes par cette maladie, est-ce que selon vous, elle est réaliste ou c'est un peu l'arbre qui cache une forêt ? C'est-à-dire, vous trouvez qu'elle n'est pas assez importante ? Dans pas mal de cas, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ne se déclarent pas, qui sont pas diagnostiqués, qu'on ne compte pas, et au final, ça représente des grandes parties. Je parle là des aidants, on parle de 12 millions d'aidants en France, il y en a beaucoup plus que ça. Bien entendu, le problème des maladies neurologiques, il est très simple et très compliqué. Vous avez un diabète, vous soignez votre diabète, vous avez votre diabète, très bien, mais si vous êtes concerné, vous avez une maladie neurologique, vous êtes malade, mais toute votre famille, tout l'environnement est malade. Et ça, c'est des aidants qui ne se déclarent pas, c'est évident. Et donc, quand on dit qu'il y a 1 800 000, 900 000, 1,2 million de patients atteints, c'est très difficile à savoir parce qu'il y a des malades qui sont atteints qui ne sont pas symptomatiques et qui vont l'être. Et d'autre part, le vieillissement de la population fait qu'on va être de plus en plus nombreux pour voir apparaître des maladies qui n'apparaissaient pas avant parce qu'on mourait avant. Donc c'est probablement sous-estimé, vous avez tout à fait raison. On se reverra un peu plus tard, un jour, pour faire le point là-dessus. Merci professeur Gérard Saillant d'être venu d'abord à ce micro et puis de nous avoir accueillis dans ce merveilleux Institut du cerveau. Merci à toutes les personnes qui évidemment ont participé à nous expliquer le plus concrètement, le plus en détail possible ce qu'il se passait autour de cette maladie d'Alzheimer.